Ancien président du SNOF, créateur de Nozo et de Liste SNOF, du RNO et pionnier du travail aidé, je reçois aujourd'hui et pour la deuxième fois une légende de l'ophtalmologie française, le docteur Jean-Bernard Rottier. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme médecins et managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le détail de ce que réalise Optamen en termes de téléexpertise en collaboration avec des orthoptistes. Nous aborderons également les recommandations du CNP sorties au mois de janvier avec lesquelles Jean-Bernard n'est pas tout à fait d'accord. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. L'enregistrement est lancé, mon invité aujourd'hui, le docteur Jean-Bernard Rottier. Merci Jean-Bernard d'être là. Bonjour Sébastien. Une nouvelle fois, avec toi, on va revoir pas mal de choses, notamment le sujet qui me paraît intéressant en ce moment, la téléconsultation, téléexpertise. Mais avant ça, je ne vais pas te laisser te présenter parce que tu l'as déjà fait dans notre première interview, mais je vais revenir sur certaines choses. Donc du coup, tu es ophtalmologue depuis près de 40 ans maintenant. Tu es retraité ou tu es en activité partielle? Comment... J'ai une activité très partielle. Je remplace chez mes anciens associés un jour et demi par mois, pardon. Et puis je travaille pour Mayotte surtout. Ah, c'est ça. Donc du coup, tu es fondateur, on le rappelle, du GIE Optamen. Il y avait 5 sites à l'époque. Vous en avez ouvert depuis? C'est-à-dire, j'ai du mal à suivre. Je crois que c'est 6 et j'ai entendu, il y a une réunion hier soir, c'était 6, 7, 8. Enfin voilà, je ne sais plus trop. Il y en a pas mal. D'accord. Tu es content de la reprise des jeunes? Ils Je suis font le très boulot? impressionné par leur dynamisme, par leur volonté de faire face aux besoins du territoire, hein, et d'adhérer complètement à cette démarche qui est une démarche de collaboration intime avec les orthoptistes. Je suis vraiment très bluffé. D'accord, très bien. Tu es évidemment pionnier du travail aidé. Euh, Tu as mis en avant ce mode d'exercice qui a permis de réduire les délais, on le sait. Tu es créateur et modérateur de la liste SNOF, ancien président du SNOF, secrétaire et ancien secrétaire général du CNPO, créateur du RNO et de la journée des secrétaires, créateur de Nozo, et fondateur en 2021 et président de l'association Ulono Wa Matso sur Mayotte. D'ailleurs, première question, où est-ce qu'on en est sur Mayotte? On le sait, hein, le passage du cyclone Chido a fait pas mal de dégâts. Est-ce que vous avez pu repartir? Alors, on a eu la chance d'avoir aucun dégât sur nos centres et surtout aucune blessure sur les gens qui nous accompagnent. On y va la semaine prochaine. On a pu, au bout d'un mois, refaire des zooms, parce on fait des zooms toutes les semaines avec l'équipe. Et pendant un moment, il n'y avait pas d'électricité, pas d'Internet, donc c'était compliqué. On les a franchement trouvés atteints. Ah oui. C'était une épreuve terrible. Et le post-Chido est terrible aussi. Il y a une inflation, il y a beaucoup de denrées alimentaires qui ne sont pas trouvables, il y a une pénurie d'eau potable. C'est très compliqué. Et d'ailleurs, moi, je devais y retourner pendant 15 jours. Je limite à 8 jours, parce que ce n'est pas la peine d'aller encombrer le monde. Et les hôtels dont on avait l'habitude d'utiliser les services sont détruits. Donc, on va loger dans le sud, dans un appartement qui permet de loger les remplaçants. Donc, on va l'utiliser. Simplement, le sud, il faut savoir que c'est un peu compliqué quand on est dans le sud d'aller à la ville principale qui est Mamoudzou, parce que le matin, tout le monde va vers Mamoudzou et il faut parfois 2 ou 3 heures pour faire 24 kilomètres. Donc, j'ai reprogrammé l'activité dans le sud pour faire du dépistage, pour revoir les équipes, pour leur remonter le moral. Enfin, voilà. Voilà la situation. D'accord, donc plus une mission cette fois d'aide euh, plutôt que de la consulte classique, quoi. De toute façon, j'y vais jamais pour la consultation. C'est-à-dire, s'il y a de la consultation à faire, j'en fais, mais il y a beaucoup de choses à voir, à organiser, à remettre au point, à revoir avec les autorités. Enfin voilà, c'est surtout ça mon travail de président d'association. Avec l'hôpital notamment, je crois, hein. Excuse-moi. Avec l'hôpital aussi, hein. Oui, oui, alors, on a l'hôpital, oui, tout à fait, hein. Alors, on a de la chance que le service d'ophtalmo n'ait pas été touché, ou pas beaucoup. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir une PADU, qui est docteur Nana Vangara, qui est à l'hôpital, qui a pu assurer toute la période post-chido des gardes ophtalmo. Et donc, ça, c'est une énorme chance parce que imagine un territoire de 350 000 habitants et aujourd'hui, il y a
une ophtalmo Bon. qui peut gérer les urgences, et puis 2 centres tenus par des infirmiers. Toi, c'est la situation ophtalmo de Mayotte. Ah, j'allais oublier, il y a une association qui s'appelle Onakia qui a des remplaçants aussi qui viennent de La Réunion. Mes excuses, il ne faut pas que je les oublie. Enfin voilà, de toute façon, ça reste très largement insuffisant. C'est ça, parce que tu dis un ophtalmo pour 350 000. En France, on estime qu'on est à peu près servi correctement avec deux ophtalmos pour 100 000. Oui, c'est ça, oui, 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 oui. Donc, du Non, coup, en effet, c'est dramatique. d'accord, très bien. On voit encore, depuis qu'on s'est eu, fondre les délais de rendez-vous en ophtalmologie, a priori autour de 26-29 jours actuellement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai entendu des rumeurs, alors ça, c'est peut-être que des rumeurs, hein, donc c'est pour ça que je t'en parle, que, a priori, ce serait légèrement sous-estimé et peut-être qu'il y aurait des biais dans les enquêtes qui sont réalisées. Alors, de toute façon, Sébastien, je ne vais pas t'apprendre une chose, c'est que celui qui fait une enquête, non pas la manipule, mais l'oriente. De toute façon, dans le Hmm. sens qu'il souhaite pour les résultats. Après, il y a toujours eu une dissonance entre les chiffres annoncés et notre ressenti. En tout cas, pour ma région large et la région de Pays de Loire, on a toujours ressenti que les délais étaient très longs, que les difficultés d'accès étaient réelles. Donc, les patients, en fait, ils vivent pas avec des moyennes nationales, on est d'accord, hein. Donc, on sait qu'il y a des endroits où ça va mieux, voire des endroits où il y a même presque trop d'ophtalmos. Ça, Ouais. c'est un peu une de mes prédictions, hein. Et le zéro délai, moi, je n'ai jamais trop compris. Enfin, ça n'arrange personne, le zéro délai. Ça n'arrange pas les patients et ça n'arrange pas les ophtalmos. Mais en tout cas, dans notre région, on a des délais importants. Et sur les 5 PAO là, qu'on a listés il y a pas tellement longtemps, on a des délais de plusieurs mois. On a des délais de plusieurs mois sur le poste principal avec les ophtalmos, qui ne font que de la pathologie. Mais l'entrée sur les PAO, il y a des délais aussi, hein. Donc les besoins ne sont pas satisfaits, c'est clair. D'accord. Donc, du coup, encore du travail, mine de rien, là-dessus. Oui. Est-ce qu'on voit des solutions? Alors, on parlera après, hein, des solutions que toi, tu as apportées, hein, avec Oftamen, justement, mais est-ce qu'on voit d'autres solutions? Parce qu'on sait que forcer des médecins à aller en territoire campagne, ça marche pas. Est-ce que tu vois autre chose? Alors moi, je ne suis pas par la solution unique. C'est-à-dire que chaque territoire a ses besoins, chaque territoire a ses atouts au niveau formation. Excuse-moi, au niveau formation et au niveau organisation, disponibilité des orthoptistes, voire éventuellement des infirmiers comme à Mayotte. Donc, je pense que si on a une attitude très pragmatique, on prend tout, D'accord. toutes les solutions et on les adapte à son territoire. Nous, dans notre territoire, en tout cas, quelque chose a bien marché, c'est la collaboration avec les orthoptistes et avec des conditions qu'on pourra détailler, hein. Ce n'est pas des choses qui sont spontanées et ça nécessite du développement, mais ça marche bien et peut-être que dans d'autres territoires, c'est autre chose. Moi, j'ai fait très attention quand j'ai pu faire valider le travail aidé, à jamais stigmatiser personne. C'est-à-dire que les confrères travaillent toujours de la manière dont ils le souhaitent et ils pensent forcément que cette manière est la meilleure. Et c'est la meilleure pour eux. D'accord? Il ne Oui. s'agit pas de dire ce que tu fais n'est pas bien. Voilà. Après, au fil du temps, il y a des solutions nouvelles qui émergent, qui sont plus ou moins absorbées par la communauté. Par exemple, j'ai vu que, si je lis les chiffres du SNOF, il y a plus de 80% des ophtalmos aujourd'hui qui travaillent en travail aidé, Oui. ce qui était inimaginable dans les années 2000. Tu vois, il a fallu une vingtaine d'années pour que ça se mette en place. Voilà, et donc il faut laisser le temps au temps, c'est clair. Et faire de la pédagogie et aussi, je crois beaucoup à l'exemple. C'est-à-dire, une fois qu'une solution qui était un peu disruptive, un peu innovante, un peu dérangeante, voire, elle est en place, au bout d'un certain moment, si les promoteurs en parlent, expliquent, ça fait tache d'huile. Les gens se disent, ah oui, finalement, ça peut être une solution intéressante, et ils viennent petit à petit. Ah, il y a toujours ceux qui vont innover et puis ceux qui vont être un peu plus suiveurs derrière, une fois que la méthode a été éprouvée. C'est logique, hein? Tu sais, aujourd'hui encore, il y a des gens qui reprochent un décret des orthoptistes de 2006, si je me rappelle bien, en parlant du décret scélérat. C'est moi qui l'avais négocié à l'époque, hein. D'accord? Donc, tu peux jamais satisfaire tout le monde, hein. D'accord? Tu n'imagineras jamais que tu as 100%. Mais ce qui compte, c'est que une grande partie des gens Hmm. apprennent à travailler un peu différemment. Moi, enfin, c'est ce que j'essaie de promouvoir pour faire face aux besoins de la population de façon pragmatique sur leur territoire.
Bien sûr, c'est ça l'objectif avant tout. On en vient donc au sujet principal. On va dire. Alors, ce que je voudrais, c'est que d'abord, on fixe un peu le sujet, téléconsultation, téléexpertise, que tu nous donnes un petit peu ta définition, que l'on puisse ensuite voir et que tu puisses nous exprimer ce que toi, sur le terrain, tu as mis en place, à quoi ça correspond. Et puis ensuite, on reviendra sur les recommandations du CNP qui sont sorties début janvier, sur lesquelles tu es un petit peu critique. Ça m'intéresse qu'on en discute. Donc, OK. téléconsultation, est-ce que tu as une définition simple en quelques mots? La téléconsultation, c'est juste la relation synchrone d'un médecin et d'un patient qui sont l'un et l'autre à distance. Hein. C'est C'est une ça. relation audio et visio. Il faut dire la visio. Hein. Après, tu sais qu'il y a des modalités. C'est-à-dire que moi, je suis absolument contre les fausses téléconsultations. C'est-à-dire, par exemple, à Mayotte, on pourrait faire des téléconsultations pures qui nous déclencheraient une cotation sécu, mais la motivation serait la cotation sécu, qui est pour D'accord. moi une très mauvaise motivation. Il faut faire les choses dont on a besoin pour établir le diagnostic. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris à Mayotte, c'est que la téléexpertise aidée et synchrone, alors ça devient un peu compliqué tout de suite, mais la Ouais. téléexpertise aidée et synchrone est aussi efficace pour établir un diagnostic qu'une téléconsultation pure. Bien, donc on a parlé de la téléconsultation. La téléexpertise, c'est l'analyse d'un médecin d'un dossier, par un médecin d'un dossier, qui a été constitué par un collaborateur, Mhm. qui soit la plupart du temps orthoptiste, ils sont formés pour ça, voire infirmier, voire, on en reparlera peut-être, opticien. D'accord. Hein. Et cette analyse, elle se fait en asynchrone, a posteriori. Il y a un autre problème, c'est que la Sécu rembourse ce qu'elle souhaite rembourser, on est d'accord. Bon. La manière dont nous, on fonctionne dans la Sarthe, c'est un flux constant de téléexpertise. L'orthoptiste travaille toute la journée avec des rendez-vous régulièrement, et nous, le soir, on récupère cet ensemble de consultations et on les analyse. Il y en a 35-40. Ça, c'est pas ouvert au remboursement. D'accord. Ce qui est ouvert au remboursement, c'est l'appel d'un médecin à un autre médecin pour un avis ponctuel Mhm. ou, depuis un certain temps, l'appel d'un paramédical pour un avis ponctuel. Voilà. Alors, après, si on veut aller dans les détails des détails, certains disent que la téléconsultation, par définition, c'est que ponctuel. Oui. Voilà. Ça, c'est. Voilà. Mais en pratique, il y a beaucoup de spécialités qui travaillent comme nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un petit monde et on réfléchit sur nos pratiques à nous. Mais si on regarde ailleurs, comme tu sais, je fais partie du think tank télémédecine et santé numérique. Et là, c'est extrêmement enrichissant puisqu'on côtoie toutes les spécialités. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas que nos spécialités qui travaillent en téléexpertise. Et dans beaucoup de cas, la téléexpertise, quand le médecin répondant donne son avis, il donne aussi son ordonnance. Que D'accord, ça c'est soit. là où bas blesse. Parce qu'en Oui, oui, c'est là où la téléconsultation, pièce. en téléconsultation, finalement, le médecin, il a à sa disposition des éléments de réfraction. D'accord? Alors, est-ce qu'il faut une rétino ou pas? Ah non, attends, c'est encore autre chose, ça. Sébastien, Voilà. c'est encore autre Bon, chose. à C'est encore voir. autre Et chose. là, il va délivrer, à la suite de sa téléconsultation, une ordonnance, par exemple, de lunettes, s'il en Non, a non, besoin. non, non, attends. Là, tu me parles d'une ordonnance pure de réfraction. Oui, C'est encore un autre sujet. c'est ça. C'est un autre sujet. Moi, je te parle pour l'instant d'une vraie téléexpertise, voilà, d'une vraie téléexpertise avec tous les éléments qu'il faut pour faire le diagnostic. Et, in fine, le médecin donne son ordonnance. Il y a un petit débat. Si on veut passer sa journée à lire les virgules et les textes, OK. Mais il y a un moment, il faut être pragmatique. Et à un moment, il faut savoir quel est le but. Est-ce que le but, c'est de respecter à la lettre près les textes, qui sont toujours en retard d'ailleurs d'une pratique, on est d'accord, hein, comme on dit, l'usage fait la loi. En pratique, c'est logique que le médecin qui est requis fasse une ordonnance, surtout dans les cas où le requérant n'a pas la possibilité de la faire, pour le coup. Oui, c'est ça. D'accord? Hein, l'orthoptiste n'a pas la possibilité de faire Bien sûr. l'ordonnance que ferait le médecin. Voilà. Après, on va parler de ce que tu évoquais, les ordonnances de réfraction. Mais c'est un autre sujet. Je préfère qu'on revienne D'accord. après là-dessus parce que Très c'est bien. un sujet en soi.
Donc, du coup, sur cette expertise-là, on n'est pas dans le cas classique du médecin qui va voir un petit problème de dermato, qui va faire une Oui, photo, qui va envoyer à son confrère, qui lui va lui renvoyer une réponse. Et dans ce cas-là, c'est le premier médecin qui va réaliser l'ordonnance parce que lui en a la possibilité. Là, on parle, et c'est là où ça diffère un petit peu avec le cas général, c'est que souvent, le requérant n'est pas lui-même médecin, mais plutôt un autre professionnel de santé. mm, Donc, du coup, il faut absolument que ce soit le requis qui réalise l'ordonnance. C'est comme ça oui. que ça se passe sur Oftamen? Oui, tout à fait. C'est comme ça que ça se passe sur Oftamen. Oui. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution en pratique, hein. Il faut se rappeler quand même que sur Oftamen, sur les Avancez. merci, sur les postes avancés d'ophtalmologie, on passe à peu près 40-45 000 patients par an. Mhm. D'accord? Ces patients, de toute façon, ne peuvent pas aller voir dans le poste principal. C'est impossible. Donc, d'une façon pragmatique, on délivre les ordonnances. Oui. Concrètement, pour ceux que ça pourrait intéresser, la cotation, c'est un AMY plus un DP, c'est bien ça? Pas du tout, Sébastien, justement, je Ah, t'attendais là-dessus. oh, allez, Je t'attendais là-dessus. Alors, d'ailleurs, tu as dit à Nicolas Balland, qui c'est est un ça. orthoptiste avec qui je travaille Ouais. depuis des années, On avec va qui on a pouvoir tout rectifier. monté. On va pouvoir rectifier, c'est bien. Voilà, tu as dit, c'est un peu sulfureux, ça m'a beaucoup plu. Donc, on va aller vers le sulfureux. Voilà. Donc, dans la pratique d'Oftamen, à distance, donc à 50 ou 70 km du poste principal, on reçoit un patient. Comme tu le sais, les orthoptistes peuvent faire la réfraction Mhm. par ordonnance, hein. Donc, ça recote la réfraction. Bien sûr. Après, il reste l'analyse du dossier. L'analyse du dossier qui comprend l'attention, les photos du fond d'œil, le recueil de l'interrogatoire, etc. Bon. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ces télé-expertises ne sont pas prises en charge par la Sécu. Ouais, Bien. On peut le regretter ou pas, c'est une vraie discussion, mais aujourd'hui, ça n'est pas. Et moi, j'ai toujours comme principe dans tout ce que j'ai fait de ne jamais tricher. bien sûr. Parce que si tu triches, t'es mort. D'accord? On peut te faire un truc génial. Un jour, on va dire, monsieur, je suis désolé, vous ne deviez pas faire ça. Donc, voilà, vous nous remboursez 3 ans de. Bon. Donc, ça, c'est. Et d'ailleurs, quand j'ai mis au point le RNO, je l'ai fait pendant 1 an et demi tout seul dans mon coin. C'était gratuit. Ouais, J'ai mis au point. Hein, je disais, il y avait 3 confrères qui étaient partis en retraite. On savait pas, les patients, on ne pouvait pas les recevoir. Enfin, et moi, le vendredi, j'étais président du syndicat, donc j'allais à Paris tous les vendredis. Donc j'avais un orthoptiste payé à rien faire. C'est ouais, comme ça qu'est né le RNO. super. Je me suis pas dit un matin, je vais créer le RNO. C'est juste que, d'une façon pragmatique, je me dis, bah, c'est idiot. Ouais, Nicolas, Nicolas est au cabinet, il se tourne les pouces et on n'arrive pas à voir tout le monde. Voilà. Et donc, après 1 an et demi, j'ai rencontré l'ARES qui m'a dit, bah, on va le valider. Voilà, ça s'est passé comme ça. d'accord. Donc, il y a la cotation orthoptique, et Mhm. puis il y a un hors nomenclature. Ce n'est pas un dépassement. Et Parce qu'un attends, tu as dépassement raison. s'applique à une cotation qui existe. Là, il n'y Exactement. a pas de cotation. Et hors nomenclature, c'est pas si disruptif que ça, parce que je te rappelle que pour la réfraxive, par exemple, il y a des hors nomenclature de 2 000, 3 000 euros. Pour tout un tas d'examens, il y a des hors nomenclature. Et donc, je suis parfois un peu irrité qu'on vienne me chatouiller sur des hors nomenclature de 20 euros Ouais, quand on pratique tous les jours des hors nomenclature de 1 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. d'accord. Bon, il y aura forcément une discussion avec les autorités dans l'avenir, parce que je sais que donc, le ministère de la Santé souhaite remettre un peu d'ordre dans la filière visuelle, ce qui est complètement logique. Ils choisiront, ils choisiront soit ils nomenclaturent cet acte, soit ils ne le font pas. Ouais, c'est ça. D'accord? Voilà, Et a c'est priori, tout. cette année pourrait être l'occasion de cela, puisqu'on est en train de revoir la CCM. Oui, oui, d'une part, et puis aussi, comme tu sais, il va y avoir les assises de la télémédecine, et on espère pouvoir donner de la voix et puis être entendu. Entre nous, je ne suis pas sûr que nomenclature et l'acte, qui est actuellement un hors nomenclature, soit favorable aux ophtalmos. Ouais. Alors, ça peut être bien parce que ça valide complètement la démarche À 100%. clarifier. Après, le problème, comme tu le sais, des actes nomenclaturés, c'est qu'ils bougent très peu. Alors, parfois, on en profite, comme il y a des actes qui ont été nomenclaturés il y a longtemps, qui sont devenus très rémunérateurs parce que les machines ont baissé, etc., et le volume augmente. Mais il y a des actes peu rémunérateurs, et puis au fil du temps, avec l'inflation, ces actes-là deviennent pas rentables. Donc, il y a un débat, il y a une discussion. J'imagine que le SNOF il prendra toute sa part avec beaucoup d'intelligence. Voilà, j'ai confiance. D'accord, très bien. Donc, du coup, on comprend mieux la téléexpertise avec la MY8 plus un hors nomenclature et non pas un dépassement d'honoraires. Tu as totalement Oui. raison.
Donc, on va en revenir aux recommandations qui ont été réalisées par le CNP justement sur le sujet. Donc, c'est récent, hein, ça a 2 mois, c'était début janvier. Est-ce que tu peux nous situer le concept, le contexte un petit peu? Qu'est-ce que le CNP, à quoi il sert et quel est le texte qu'ils ont sorti? Alors, le CNP, tu sais que dans chaque profession médicale, il y a un CNP. Dans chaque spécialité médicale, déjà, il y a un CNP, hein, qui est un organisme qui regroupe toutes les instances représentatives de la profession. Alors, comme ça fait longtemps que je n'ai pas reparlé de ça, j'essaie de ne pas dire de bêtises. Donc, il y a en tout cas la Société française d'ophtalmo, Mhm. il y a la Société des praticiens non universitaires, il y a le COUF, le Collège des ophtalmos universitaires, et il y a le syndicat. D'accord. OK? Donc, ça, c'est une instance qui est représentative auprès des autorités Ok. de la vie de la profession. Voilà. Et donc, du Voilà. coup, ils sortent Donc, des du coup, recommandations. voilà. Alors, j'étais un peu triste quand j'ai lu ces recommandations parce que on voit bien toujours qu'il y a une philosophie derrière les textes. Et la philosophie derrière ce texte, c'était la restriction absolue de la téléexpertise, hein. Avec des artifices que je n'ai pas trouvé bon, bien. Je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, mais je pense que les gens qui ont rédigé ça ne pratiquent pas la télémédecine. Je pense qu'ils ne pratiquent pas du tout la télémédecine. Et malheureusement, je sais aussi qu'ils ne se sont pas entourés des compétences qui leur auraient permis d'éviter de dire des choses pas tout à fait justes, on va dire. D'accord. Donc du coup, on va le voir, parce qu'en plus, alors j'ai relu hein, avant notre interview, évidemment, on voit que ils mettent des informations que moi, j'ai pas trouvé, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce que je croyais, notamment un taux de réexamen, c'est-à-dire que des patients, normalement, on est toujours assez bas, en dessous des 5% des patients que l'on voit dans des PAO et qu'on doit revoir par un ophtalmo en physique, hein. Là, ils avancent des chiffres à 15-20%. D'où ça vient, toi? 1%, même si je me rappelle, j'ai pas lu depuis longtemps, mais je crois que c'est 21%, il me semble, qu'ils disent. D'où ça Alors, peut venir? je pense que ça, c'est pour le coup vraiment faux, hein, vraiment faux. Et d'ailleurs, ça permet d'ouvrir un autre débat, c'est celui de la sélection des patients à l'entrée d'une télémédecine. Oui, Ça, c'est très important. bien sûr. Parce que si on parle du protocole Muren ou du RNO, les intervalles, c'est de 6 ans à 50 ans. Mm, mm. OK. Et on ne fait rentrer dans le protocole que des patients qui se plaignent de rien. OK. Quand j'ai validé le RNO avec le RS Pays de la Loire, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 1,5% des patients qu'on devait rappeler. D'accord? 1,5%. Or, c'est le créneau qu'ils choisissent. Hein, ils font une limite d'âge, et donc c'est ce créneau-là qu'ils choisissent. Donc le chiffre de 20% est fantaisiste, complètement fantaisiste. Alors, ensuite, sur les PAO, dans nos postes avancés d'ophtalmologie dans les zones rurales, on voit tout le monde. On a pris le parti de recevoir tout le monde. C'est aussi un sujet de discussion. Mais voilà. Quand on reçoit tout le monde, nous, on a 17% des patients qu'on doit revoir. D'accord. 17%. Et ça veut dire que 83% des patients, on n'a besoin d'aucun autre examen. On peut conclure le dossier avec tous les éléments apportés par l'orthoptiste. OK? Parce que l'orthoptiste, quand il est bien formé, il va savoir t'alerter s'il y a un problème dans l'interrogatoire ou dans l'histoire de la maladie. Il va dire, qu'est-ce que je dois faire? Il va savoir te dire que l'acuité visuelle n'est pas bonne ou qu'elle a chuté. Il va savoir te dire que la tension est hors norme. Il va savoir tout ça. Qu'il y a une paralysie oculomotrice. OK? Par contre, il ne va pas savoir interpréter le fond d'œil. Oui. Donc, en fait, les 17%, c'est le fond d'œil, en pratique. C'est l'œil de l'ophtalmo qui a vu le dossier et au vu de tous les éléments et surtout du fond d'œil, a dit ce patient-là doit être revu. Mais c'est pas, enfin, ça peut être 17-20%, c'est pareil. On va dire, on va utiliser la loi de Pareto, 20-80, OK? Mais c'est dans le cadre d'une non-sélection complète des patients qui sont rentrés dans le système, hein. D'accord. Donc, et d'ailleurs, le CNP insiste là-dessus. Concrètement, eux, ils recommandent que le praticien qui voit le dossier soit celui qui reverra le patient. Oui, alors ça, il n'y a pas que le CNP qui dit ça, je vois ça un peu partout, et je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Alors, d'abord, il faut bien comprendre que la télémédecine, c'est un ensemble. Ce n'est pas juste un médecin et un patient et un collaborateur, c'est aussi la suite
des 17% des patients qui vont être revus. C'est Bien sûr. ça la télémédecine, hein. C'est pas juste je te vois, je te dis oui, je te dis non, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que si tu n'assures pas l'ensemble de la prestation, tu n'assures rien. C'est ça. Hein. Donc les 17%, tu dois les prendre en charge. Et je ne te parle pas des urgences, il y a à peu près une urgence par jour par centre, où on dit ben, vous venez tout de suite dans le cabinet principal, ou je vous vois demain quand j'y passe, enfin voilà. Hein. Alors, tu me disais, Ouais, c'était. on parlait du fait que il souhaite peut-être Ah oui, réduire voilà. l'accès OK. grâce au fait que en obligeant que le premier médecin Ouais. soit le même que celui qui reverrait derrière. Alors, on est dans un contexte de pénurie de temps ophtalmo, on est d'accord. L'idéal, c'est effectivement le médecin réunit le dossier, revoit le patient. C'est l'idéal. Mais je dois dire que ça ne se passe pas comme ça chez nous. Pourquoi? Ben, parce que donc on est maintenant, ils sont maintenant 6 et moi 7 qui sont en soutien. Ben, il y a des gens qui analysent les dossiers et puis le patient il va être vu par celui qui est disponible ce moment-là. C'est C'est ça. tout. C'est ça. D'accord? Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, je ne sais pas comment est la région de Grenoble, mais je vais prendre la région de Grenoble au hasard. Si moi je suis disponible au Mans et qu'on me demande d'analyser des dossiers à Grenoble, mais pour moi c'est la même chose que si j'analyse des dossiers qui en sont faits à 10 km de chez moi. Il n'y a aucune différence. Tu vois ce que je veux dire? Bien Aucune sûr. différence. En revanche, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut avoir prévu la suite. C'est ça. La suite, elle est forcément territoriale. Sinon, tu ne mets pas en place une télémédecine. La suite, Oui. elle est que territoriale. Voilà, point de la ligne. Mais le fait de dire, le fait de rajouter la contrainte, c'est celui qui a analysé le dossier, qui doit revoir le patient. Enfin, on voit bien que c'est la construction de barrières successives pour limiter l'extension de la télémédecine. Voilà, c'est comme ça que je le dis. OK. Contrainte également, on le voit, on intègre la notion de professionnel de santé habilité. Mais du coup, c'est qui? Bah, c'est qui? C'est ça. Je sais pas. Je ne sais Parce pas que, non plus. parce que si tu veux, moi de mon expérience, ok, il faut un professionnel de santé qui assiste le patient, enfin qui examine le patient en fait, Bien sûr. en ophtalmo, hein, c'est Ouais. pas juste assister, c'est examiner, voilà, bon, qui sache faire un certain nombre de choses, qui sache faire la fraction, qui sache faire, bon. Voilà. Dans mon expérience, les orthoptistes, oui, Oui. mais pour de la téléconsultation, ce sont des orthoptistes formés, c'est pas des orthoptistes qui Ouais. sortent de l'école, c'est des orthoptistes formés qu'on va suivre constamment, avec lesquels on va faire des retours constants sur l'analyse des dossiers. Hein. J'ai des- Ouais. Tous les jours, quand j'analyse des dossiers, je vais faire des remarques amicales. Ouais. Alors, l'orthoptiste qui a analysé le dossier dit je suggère deux, ou j'aurais fait ça, ou je ne sais pas trop. Bon, voilà. Bon, alors des orthoptistes. Deuxièmement, moi, quand je suis arrivé sur Mayotte, il n'y avait pas d'orthoptiste. Ouais, c'est ça. C'était pas compliqué, hein. Donc, il y avait deux infirmières disponibles. Et alors, attends, écoute ça. Donc, ces infirmières, je les ai fait venir au Mans pendant 3 mois. 3 mois, c'est tout. Hein. Elles avaient déjà un socle de connaissances. J'étais impressionné d'ailleurs par le niveau de connaissance des infirmières au niveau médical et surtout au niveau prise en charge du patient et très sérieuse dans la protocolisation. Hein. Mais en 3 mois, ben, elles ont appris la réfraction, avec Nicolas d'ailleurs. D'accord. Elles ont appris à prendre l'attention, elles ont appris à faire des photos du fond d'œil, elles ont appris à faire des photos du segment antérieur, elles ont appris tout ça. Elles ont appris aussi le contexte dans lequel on le faisait. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire des examens bêtes, il y a un contexte. Et ce Ouais. contexte, c'est aller vers le diagnostic. Et pour ça, il faut que celui qui fait ces gestes, ces actes, il ait cette conscience-là de réaliser ça. Par exemple, si la tension elle apparaît élevée, il peut remesurer, tu vois, ou remesurer avec un autre système. Enfin, voilà. Il faut qu'il soit bien, comment dire, qu'il prenne bien parti pour le but qu'on est. C'est pour ça que, tu vois, moi, je suis tout à fait opposé aux assemblages aléatoires. Je te prends un orthoptiste, un quoi, je te prends un ophtalmo là, ils ne se connaissent pas, je te balance sur le dossier. Pour moi, ça ne marche pas. C'est un travail Parce que d'équipe. ça marche pas. C'est un travail de binôme, d'équipe, et qui est très, je cherche le mot pas intime, mais enfin qui nécessite vraiment une collaboration, une confiance. Tu vois. D'accord. D'abord, l'orthoptiste, il peut t'appeler autant de fois qu'il veut dans la journée. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais. Faut pas il n'a pas de doute. Il peut te déranger, enfin, il te dérange pas. Il doit t'appeler. D'accord. S'il a envie de le faire. Et puis, voilà, puis travailler ensemble de manière bienveillante, c'est-à-dire, voilà, on est là pour les tirer vers le haut. Ils sont là pour nous rappeler certaines choses, d'ailleurs, parfois. Ouais. T'as pas bien rempli le dossier ou des choses comme ça, toi. Ouais, voilà. Donc, c'est un travail d'équipe.
Donc l'orthoptiste, on est Donc, OK, évidemment. L'infirmière, oui, parce qu'elle a un décret de compétence très ouais. large. Mais maintenant, peut-être que tu vas y venir, l'opticien, concrètement, lui, s'il peut faire la réfraction, il n'est pas censé faire des photos. Alors, il y a deux choses. D'abord, sur Mayotte, il s'est trouvé que j'ai une Mahoraise qui m'avait sollicité sur LinkedIn, elle était opticienne optométriste, elle travaillait dans un cabinet d'ophtalmo depuis 18 mois, elle connaissait très bien les machines et tout. Elle voulait retourner sur Mayotte et elle me demandait si on pouvait l'embaucher. Et moi, je vais souvent, pendant longtemps, enfin, on a discuté comme ça, j'ai dit non, bah, vu vos diplômes, ça va être compliqué tout ça. Et en fait, elle est revenue sur Mayotte exactement dans les 15 jours où j'ai une infirmière qui est partie en congé mat. Pour le coup, bon, eh ben, j'ai écrit un protocole, j'ai parlé avec l'ARS, avec mon ARS, j'ai essayé de défendre le dossier et ça a été accepté. Et honnêtement, on est tout à fait satisfait de ces services. OK? D'accord. Mais on voit bien qu'il y avait des conditions aussi. Hein. Oui, Bon, c'est ça. notre C'est PV dérogatoire. C'est a dérogatoire. travaillé chez l'ophtalmo et savait déjà pas mal de Oui. choses. Après, les opticiens. Alors, tu me dis, ils n'ont pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Oui, 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 ils n'ont pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Je suis d'accord. Bon, est-ce que c'est dangereux d'appuyer sur un bouton pour prendre l'attention? Est-ce que Théoriquement, c'est très dangereux quand tu appuies sur le tonomètre, le réfracteur automatique, enfin, la réfraction automatique, et que la machine te donne une mesure? Est-ce que c'est dangereux de la lire? C'est dangereux de la lire. Non. Non, mais, toi, bon, pragmatique, pragmatique. bon, est-ce que c'est très dangereux de prendre des photos du fond d'œil? En sachant que maintenant, tu as des machines, tu mets le patient derrière, la machine fait l'œil droit, l'œil gauche, machin, truc, elle t'envoie le photo. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà, donc tu vois, ça fait partie de l'évolution de l'ophtalmologie depuis 20 ou 30 ans. Il y a eu d'abord une émergence de qualifications, compétences des paramédicaux qui nous entourent. Mhm. D'abord une impétence aussi de leur part de participer aux soins. Et d'autre part, il y a eu une énorme avancée des appareils qui sont mis à disposition. Bien sûr. Comme moi, j'ai appris la réfraction, bah, c'était un skiascope. Aujourd'hui, bah, je ne dis pas que la réfraction, ça prend 3 secondes, mais tu as quand même déjà une bonne base quand tu as appuyé sur le bouton. Donc, il faut revoir ça. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas laisser les opticiens dans un piège. On veut bien que vous fassiez la téléconsultation, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, vous ne faites pas bien la téléconsultation. Tu vois, enfin, il faut clarifier. Si Ouais, on ça. leur dit, écoutez, on n'a jamais mélangé en France vente et puis médecine, on l'a jamais fait, jamais, jamais. Bon, donc, pour vous, c'est non. Bah, on oublie un peu les pharmaciens quand même. Hein. Mhm. Et puis, si on dit, ben, écoutez, finalement, il y a quand même des endroits où ça leur rendrait service. Parce que moi, j'avais eu une idée il y a une dizaine d'années, hein, on avait commencé un protocole avec l'ARS, avec les opticiens, pour un coin paumé dans la Sarthe, où je m'étais dit, ben, il y aurait un poste de technicien de consultation. Dans ce territoire-là, il y a des patients qui auraient pu venir, et puis j'aurais pu dire, ben, venez tout de suite ou venez pas, enfin, tu vois ce que je veux dire, Bien hein, sûr. technicien en téléconsultation. Bon, après, je sais que je suis très, très isolé sur cette position. Hein, je suis peut-être le seul, je sais pas. Il y a peut-être un autre ophtalmo en France qui est pense comme moi, j'espère. Mais en tout cas, pendant très longtemps, j'ai été complètement isolé sur cette position. Donc, mais en tout cas, les autorités vont devoir un peu trancher. Ouais. C'est-à-dire, on le fait ou on le fait pas. Hein. Ah, c'est ça. Euh, donc du coup, et après également d'autres contraintes hein, mises en place, notamment le fait qui sont d'ailleurs plus restrictives que du Oui. RNO, du RNM, sur le fait que Mais le patient. c'est là où il y a c'est là, je trouve qu'il y a une petite malhonnêteté. Hein, parce qu'ils se prennent comme référence le protocole Muren, Ça. hein, officiellement, mais en vérité, ils le restreignent encore plus. Donc ça franchement, et c'est pour ça que je dis que ceux qui l'ont rédigé n'étaient pas au courant vraiment, ou alors, enfin, bon, On l'a je- pas dit, mais qui restreignent au niveau, le patient doit avoir consulté un ophtalmo dans les 5 ans. Alors que ouais, dans le protocole, il doit déclarer, ce qui est autre chose. ouais. Alors, quand on a construit le protocole Muren, le professeur Muren m'avait demandé un petit peu mon avis, puisque j'avais construit le RNO, et le protocole Muren, c'est le RNO à distance en Bien sûr, vérité. Hein. bien sûr. Donc, son problème, c'était que dans son territoire, il y avait un ophtalmo qui allait partir en retraite, et il tenait à peu près un tiers du territoire, du département. Donc, si on commençait à dire, pour rentrer dans le protocole, vous devez prouver que vous avez vu un ophtalmo depuis moins de 5 ans. Bah, personne ne rentrait. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? ouais. Et comme à l'époque, c'était quand même très, un petit peu innovant quand même, hein, l'astuce qui a été trouvée, c'est de dire, le patient déclare que. Hum. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Bon.
Nous, dans notre territoire, hein, dans les postes avancés, on a pris le parti de voir tout le monde. Tu vas peut-être m'en parler, mais j'avance un peu la question. C'est-à-dire que normalement, nous, on se sert du protocole organisationnel, hein, pour organiser l'accès aux patients. Dans ce protocole organisationnel, normalement, les patients inconnus ne doivent pas rentrer. Oui. Fallait me poser la question, peut-être, hein. Non, Mais même sans pas, même raison. pas, même pas, Ouais, même bon, pas. bon. Je n'étais pas en train de... Mais c'est intéressant. Ok, on décortique tout. Ouais. Alors, tu imagines un territoire désert, il n'y a pas eu d'ophtalmo depuis 5 Oui. ans. Tu n'as le droit de faire entrer dans ton cabinet que les gens qui connaissent déjà un ophtalmo. Hmm. Bon, alors, si tu te prosternes devant les textes comme certains, tu vas dire, je suis désolé, vous ne rentrez pas. Non seulement on n'a pas vu d'ophtalmo, vous avez mal à l'œil, mais je ne peux pas vous faire rentrer. Donc, on a choisi de ne pas mettre de filtre. Voilà. C'est-à-dire, rentre tout le monde. Et forcément, alors, je pense qu'on a à peu près 20% de nouveaux patients en fait, dans chaque centre, hein. Et ces patients-là, ben, soit ils sont dans les 80% qui n'ont pas grand-chose, donc voilà, soit ils sont dans les 17% Ouais. qui doivent être pris en charge, et on est bien content de les avoir vus. Et je peux te dire qu'on a plein de dossiers où on a rendu des sacrés services à des patients. Des sacrés services. On leur a sauvé la vie, on leur a sauvé la vue, enfin voilà. On est assez fiers de ce qu'on fait, même si c'est un peu au-delà de la lecture d'ayatollah, je dirais, des Ouais, textes. c'est ça. Parce que du coup, quel est le risque que toi, que Mehdi, que tes confrères, vous prenez en réalisant ce type de consultation? À vrai dire, j'en sais rien. D'accord. À vrai dire, j'en sais rien. Voilà. D'accord. En tout cas, on ne prend pas un risque moral, hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis très fier de ce que l'équipe d'Oftamed continue à faire. Parce que, en fait, le système de soins, il est quand même fait pour les patients. Mhm. Il est, pas- ça ramène à rebondir un peu sur un autre sujet. C'est-à-dire que, comme tu sais, j'étais président du syndicat, mais j'ai toujours pensé que c'était pas possible de défendre une profession médicale pour elle-même. Tu ne vas pas dire, nous, les ophtalmos, vous devez nous aimer et vous devez augmenter nos cotisations. Ça se fait jamais comme ça. Par contre, chaque profession médicale doit se défendre dans l'intérêt des patients. Ouais, C'est les patients qui priment. D'accord? Je te prends l'exemple de l'ophtalmo. Quand l'OCT est arrivé, ce n'était pas forcément l'intérêt des ophtalmos. Enfin, ce qui a été mis en avant, c'est l'intérêt des patients d'avoir cette technologie-là. bien sûr. OK? Après, ça a favorisé les ophtalmos, puisqu'il y a une cotation favorable. Et on a fait... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas inverser les choses. Ouais, Il c'est faut ça. toujours penser à l'intérêt du patient. Voilà. Et moi, alors tu me dis peut-être qu'on prend un risque. En tout cas, je ne suis pas inquiet. D'abord, il faut savoir qu'on n'est pas dans notre coin, c'est-à-dire qu'on parle régulièrement avec notre caisse Ouais. primaire. Mhm. On parle régulièrement avec notre ARS. Voilà. On a d'ailleurs plusieurs ARS. On a aussi l'ARS Centre-Val de Loire. Et je suis persuadé que puisque le ministère de la Santé veut remettre un petit peu les choses cadrées, eh ben, c'est quelque chose qui va se résoudre. Parce que c'est ça le sens des choses. Et c'est-à-dire dans les territoires ruraux, tu ne peux pas mettre des règles comme ça. Parce que la télémédecine, c'est fait pour quoi? C'est fait pour accéder aux patients qui n'ont pas d'ophtalmo. Bien Tu sûr. comprends? Alors, si tu commences à mettre des règles qui doivent avoir vu l'ophtalmo, enfin, c'est à Mayotte, bah, je vais leur dire, écoutez les amis, est-ce que vous avez déjà vu un ophtalmo? Non, on n'en a jamais vu. Bon, bah, je repars. Toi, bon, on est dans l'absurde complet, hein. Donc, voilà. Il faut savoir aller un peu au-delà. D'accord, très bien. Et puis pareil, dernière contrainte qu'on en a vu dans le document du CNP, c'est le patient doit être sans pathologie pouvant avoir des répercussions. Donc, ce qui veut dire Oui, qu'on exclut les patients diabétiques. oui, c'est ça, oui. Oui, mais non, enfin bon, on a déjà dit que ce texte est fait pour limiter la télémédecine, mais on voit bien que c'est quand même absurde. D'abord, les patients diabétiques, et puis, en fait, encore une fois, la télémédecine, c'est fait pour des territoires où il n'y a personne. D'accord? Donc, il faut ouvrir. Moi, j'ai toujours dit que la télémédecine, surtout les urgences, doivent y accéder. Parce qu'on Bien sûr. m'a souvent dit par les urgences, mais non, les urgences, c'est vraiment fait pour eux. C'est-à-dire, ils arrivent, ils ont quelqu'un qui sait les examiner. Au bout du fil, il y a un médecin qui regarde le dossier en direct, hein, et qui dit, ben, tu me l'envoies tout de suite, on lui fait son enjeu, etc. Enfin, voilà, tu comprends? Donc, donc, ça, c'est vraiment aucun sens de mettre en place de la télémédecine et puis d'exclure tout le monde en résumé. Voilà, personne ne peut rentrer dedans. Bon, voilà, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, du coup, en gros, et pour conclure, comment est-ce que tu vois
par quel biais est-ce que ça va pouvoir s'améliorer, rentrer dans l'ordre? Est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont faits? Est-ce que c'est le syndicat qui doit porter ça? Comment ça fonctionne finalement? Ton protocole RNO, par exemple, il est rentré dans la norme désormais? Comment est-ce que cette télémédecine, téléexpertise, un peu différente peut rentrer dans une norme? Être normalisée finalement? D'abord, tu connais assez maintenant le milieu ophtalmo, enfin le milieu de la médecine, pour savoir que les choses se font un petit peu de bric et de broc. Enfin, ça marche. Hein, il y a pas un fil conducteur, il n'y a pas quelqu'un dans un coin qui réfléchit à l'avenir de la filière visuelle et qu'on va la construire comme ci, comme ça. On a une filière avec des acteurs qui chacun joue leur jeu, ok? Les opticiens, ils veulent plus de prérogatives, les orthoptistes en veulent plus aussi, et les ophtalmos, ils veulent réduire, enfin, ils veulent limiter en fait les prérogatives des autres. Et chacun dans son rôle, hein, je ne critique pas, d'accord? Chacun joue son jeu. Derrière ça, tu as des autorités sanitaires qui se disent, mince, les soins les besoins ne sont pas satisfaits. C'est ça. Tu as des élus locaux, les communes rurales qui disent, ça ne va pas, nous, on veut forcer les médecins à venir chez nous parce que c'est impensable qu'il n'y ait pas de médecins chez nous. Tu vois. Et donc tout ça, voilà. Et donc tout ça, ça bouillonne. Mais petit à petit, quand même, ça va dans une direction. Ça va forcément dans la direction des besoins du patient. Voilà, c'est parce que il n'y a pas d'autre direction possible. Alors, il y a des frottements, il y en a qui ne sont pas trop contents, mais c'est la vie. Hein. Et comme tu le sais, il va y avoir les assises de la télémédecine organisées par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, à cette occasion, des choses vont être dites. Il y a la pression des maires des communes rurales qui sont quand même assez fâchés de n'avoir pas accès aux soins. Hein. Nous, quand on va dans une commune rurale, comme par exemple dans le sud Sarthe à Vaz, bon, ben, forcément, d'abord la mairie nous a rénové un local. C'est prouve qu'ils étaient quand même assez motivés pour qu'on arrive. Bien sûr. À Nogent-le-Rotrou, c'est le maire, Monsieur Huard, qui nous a trouvé le local. C'est la communauté de communes qui l'a rénové, qui a acheté le matériel qu'on rembourse. Tu vois, voilà, il y a une volonté des, des partenaires ruraux à ce que ça se développe. Bien sûr. Donc ça va se développer. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Ça prend toujours plus de temps que ce que pensaient les promoteurs, mais ça va se développer. D'accord. Les assises, c'est quelle période? Les assises, bah, d'après ce que j'ai entendu dire, ça va courir de juin à décembre. D'accord. Eh bien, écoute, ce que je te propose, Jean-Bernard, c'est de te recevoir à nouveau pour faire un petit point après les assises, voir ce qui a évolué, et puis évidemment, entre-temps, s'il y a des choses qui évoluent également. C'était un plaisir, à nouveau, Jean-Bernard, Partagé. de toi exactement, de clarifier un petit peu. Je crois que maintenant, on est rentré bien dans le détail. Donc, je Oui. crois que chacun pourra se faire son opinion sur la chose. Merci, Jean-Bernard, à bientôt. Ok. À bientôt. Au revoir, Sébastien. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Pour ma part, ça a été un véritable plaisir de recevoir un nouveau Jean-Bernard qui m'a éclairé sur un des enjeux fondamentaux de l'ophtalmologie actuelle, la téléexpertise en zone sous-dotée. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.